Bonsoir à tous, bienvenue dans ma bulle de sagesse. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Envie de sagesse. Cette émission est en partenariat avec Radio Bastide, votre média villeneuvois, qui nous accueille dans son studio aujourd'hui. Je suis donc en compagnie de Patrick Figeac. Bonjour Patrick. Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, qui anime régulièrement avec moi cette émission. Et je suis en compagnie d'Alain Cagnati. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain, tu es l'organisateur, l'initiateur des rencontres Sciences et Conscience qui ont lieu chaque année à Haut-Villars, tous les ans à Pentecôte, le week-end de Pentecôte. Oui, tout à fait. Et cette année, c'est la combien d'éditions ? Ce sera la 9e année. Ah oui, 9e année. Et avec des belles personnalités. Vous avez déjà accueilli Philippe Guillemant, Jocelyn Morisson. Plusieurs fois. Jocelyn Morisson vient à chaque fois en Et tant que co-organisateur. Et bien d'autres. Et bien d'autres. Cette année, on fera venir Philippe Rosset et bien d'autres. Voilà. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on a choisi de t'interviewer pour que tu nous parles de toi en particulier. Dans les rencontres Sciences et Conscience, tu proposes aussi des conférences, notamment sur Alexander Grothendieck, si je n'écorche pas son nom. Grothendieck. Grothendieck, le grand mathématicien qui t'inspire aujourd'hui. Oui. Et toi, tu as des passions. Tes passions, ce sont les maths, les mathématiques. Oui, j'aime beaucoup les mathématiques. J'aime beaucoup la physique, surtout. Je suis physicienne de formation. Et j'aime surtout aussi le phénomène de la conscience. Donc, j'essaie de comprendre de réunir les deux. Ce phénomène curieux. Oui. Et alors, tu voulais aujourd'hui évoquer un autre sujet qui te passionne, c'est l'alchimie. Alors, l'alchimie, c'est ma voie, c'est la voie que j'ai suivie pour essayer de comprendre le monde. Hein. C'est une quête, hein, l'alchimie. C'est une recherche de compréhension du monde. Autant des mathématiques, de la physique et de la conscience. Et c'est une quête d'unité aussi. Hein. C'est une quête à la fois extérieure, au sens où on manipule de la matière, on manipule des équations, on manipule les alchimistes avaient un laboratoire où on travaille la matière. Mais derrière ce travail de la matière, il faut aussi réfléchir, créer des modèles, et les physiciens, c'est exactement ce qu'ils font. Ils ont des accélérateurs de particules, si on peut dire, hein, comme étant leur laboratoire. Et derrière, ils ont des théories mathématiques essentiellement. Et moi, c'est ça que je recherche. Et au travers de cette recherche, qui dure des années, hein, y a aussi une métamorphose intérieure. Et on appelle ça l'alchimie spirituelle. Parce que au fil des découvertes que l'on fait, on change, on évolue. Et j'espère en mieux. Oui, bien sûr. C'est vrai que cette alchimie, c'est ce processus de transformation. C'est un petit peu, en quelque sorte, une métamorphose. Oui. Oui. On se change soi-même au fil de sa recherche et au fil des découvertes qu'on fait. Parce qu'on fait quand même des découvertes qui deviennent évidentes, hein, qui vous font découvrir le réel, quoi, hein. Le réel sous-jacent au monde, parce qu'il y a le monde extérieur et ensuite le monde intérieur, invisible. Ouais. Il y a le réel et la réalité. Oui, tout à fait. Et moi, ce que je voulais te demander, Alain, c'est qu'est-ce qui t'a mis en route ? Je sais que tu étais, dans une ancienne vie, on pourrait dire, policier. Oui, Paris, même. J'étais policier scientifique. Hein. Ah, policier scientifique, oui. C'est important, scientifique, parce qu'on comprend mieux à partir de ce moment-là le discours d'Alain. On comprend mieux, puis policier, peut-être le goût des enquêtes, le goût des recherches. Alors oui, au départ, j'ai fait des études de physique, donc, et je suis rentré dans la police avec une envie de goûter à ce métier un peu qui me faisait rêver. Mais je me suis très rapidement orienté vers la cryptographie, c'est-à-dire, étant scientifique, on m'a orienté au sein de la police dans la technique. Et donc, je suis devenu chef de la cellule cryptographique. Donc, j'ai étudié la cryptologie, j'ai été formé, j'ai été
j'ai suivi des stages, des cours. Ça consiste en quoi? La cryptologie, c'est l'art de coder les messages pour acquérir une confiance sur les procédés d'envoi de messages. Alors au début, c'est coder des messages cryptographique. Graphie, ça veut dire écriture. Et crypto, ça veut dire caché. La crypte d'une église, c'est l'endroit où on cachait le trésor. Hein. Et donc, cryptographie, c'est la science des écritures cachées. Ouais. J'ai posé une question de béotière. Ça sert à quoi? Alors, ça sert, par exemple, pour les gens qui font de la radio, on parle radio-émission, qui envoie des messages par radio. On sait que tout le monde peut écouter les radiocommunications. C'est facile. Il suffit d'avoir un récepteur et vous écoutez tout ce qui est dit. Et donc, vous avez envie de cacher le message que vous envoyez, donc vous allez le crypter. On dit le crypter ou le chiffrer ou le coder. Les carottes sont cuites. Voilà. Mais je comprends mieux donc, maintenant. On utilise un langage, on doit utiliser un langage codé, de telle sorte que vos adversaires, puisque au départ, la cryptographie, c'est fait pour la guerre, et c'est pour envoyer des messages militaires, stratégiques. Donc, vous n'avez pas envie que les ennemis l'écoutent. Donc, vous utilisez un langage codé. Et vous comprenez parce que vous détenez avec votre interlocuteur une clé cryptographique. Et maintenant, on comprend mieux en fait le lien entre cette ancienne fonction dans la police. Tout à fait. C'est quand même passionnant. Et aujourd'hui, cette passion des messages, on va dire cryptés des mathématiques, oui, c'est ça. Et de l'alchimie. C'est complètement similaire et concomitant dans ma vie. Ça a été là, je viens de faire une sorte de découverte. Une trouvaille, je préfère dire, parce que découverte, ça voudrait dire que c'est moi qui l'ai trouvé, alors qu'une trouvaille, j'ai simplement réuni un ensemble de connaissances déjà connues, et j'ai résolu le puzzle. Vous voyez, un puzzle. Vous avez plein d'éléments, des écrits de physiciens, des écrits de mathématiciens, et vous les mettez en commun et vous reconstituez un puzzle. Et ce puzzle, à la fin, il est parfaitement cohérent. Et c'est ça que j'appelle une trouvaille de ma part. Et donc, je suis arrivé à ça. C'est merveilleux. Je suis très content de ça et je vais écrire un livre là actuellement. Je suis en train d'écrire un livre et j'ai pris contact avec des mathématiciens du plus haut niveau pour pouvoir leur évoquer ces idées, quoi. Voilà. C'est tout à fait passionnant. Ça nous met l'eau à la bouche, mais comment en parler de ces idées? Est-ce que nous on pourrait comprendre bien, sinon, alors on aimerait avoir un petit avant-goût. Alors, c'est à la fois technique, c'est de la physique théorique, c'est des mathématiques, et ça relève de la structure même de notre espace. Les gens connaissent l'espace à 3 dimensions, et évidemment, on connaît tous Albert Einstein, on connaît tous qu'on est dans un espace à 4 dimensions, qui s'appelle l'espace-temps. On a relié l'espace et le temps, et on en a fait un espace à 4 dimensions. Or, il existe des théories modernes, physiques, qui parlent de 5 dimensions, 7 dimensions, 11 dimensions. La théorie des cordes, par exemple, utilise 11 dimensions. Or, la trouvaille, si on peut dire, la trouvaille que je crois avoir faite, mais j'en suis sûr même, à vrai dire, il faut utiliser une algèbre à 8 dimensions. Et dès lors qu'on utilise cette algèbre, on retrouve quelque chose qui est fondamental en physique. Là, je rentre un peu dans la technique, évidemment. C'est ce qu'on appelle la symétrie CPT. Alors, ce n'est pas des mots très savants, c'est la symétrie de charge. Les charges électriques, il y en a des positives et des négatives. Elles sont toutes multiples de la charge de l'électron. Donc, c'est la symétrie C.
la symétrie P, qui s'appelle la symétrie de parité, mais qui devrait être appelée la symétrie miroir, et donc qui dit qu'une expérience de physique doit être la même qu'elle soit vue en direct ou dans un miroir. Vous voyez ? Et la symétrie T, c'est la symétrie temporelle. Donc, si vous inversez le sens de passage du temps, normalement, la mécanique, par exemple la mécanique céleste, devrait vous dire que l'expérience devrait se dérouler de la même façon. C'est-à-dire, si la Lune tournait autour de la Terre dans l'autre sens, ça ne devrait pas changer beaucoup à notre existence. Hein. Bon, faudrait pas que ça se fasse le jour trop brutalement, mais en physique, on a l'habitude de pouvoir retourner le paramètre temps. Hein, c'est-à-dire plus on va dans un sens ou on va dans l'autre. Et les équations de la physique sont symétriques par inversion du temps. Ça, ça paraît un peu compliqué, mais les physiciens, ils le savent. Est-ce que ça a un lien avec, alors je coupe juste pour comprendre mieux ce concept, avec le fait que les astronautes, dans le domaine de l'astronomie, on observe un phénomène qui a lieu des millions d'années avant. Est-ce que c'est lié ou pas ? Alors, non, c'est pas tout à fait ça, non. On sait que quand on regarde les étoiles, on les voit avec un certain retard, puisque la vitesse de la lumière est finie. Et donc, on observe des étoiles qui sont à plusieurs millions d'années-lumière, et ces étoiles ont peut-être disparu, et on les voit telles qu'elles étaient il y a plusieurs millions d'années. Eh bien, avant de nous perdre dans les étoiles, je vais vous proposer, Alain et Patrick, une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour continuer à parler de vos passions, de l'alchimie, des mathématiques et puis de tout ce qui vous tient à cœur. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse sur Radio Bulle 93.6, Radio Bulle qui rythme la journée. Je suis en compagnie de Patrick Figeac et d'Alain Cagnati. Alors Alain, nous présenter, Alain, petite parenthèse, initiateur, organisateur des rencontres Sciences et Conscience à Haut-Villars, chaque année lors du week-end de Pentecôte. Cette année d'ailleurs, le thème sera le féminin sacré, on en parlera tout à l'heure. Peut-être avant de continuer nos échanges, peut-être Patrick, est-ce que tu voudrais nous partager quelque chose sur ce que vient de nous dire Alain ? Ce qui est fascinant quand on écoute Alain, j'ai l'impression que là aussi, ses travaux sont similaires à ceux que mène quelqu'un que tu as reçu, Alain, à Haut-Villars, c'est Philippe Guillemard. Moi aussi, j'y pensais. Oui. Avec sa théorie des multivers. Oui, des multivers et la rétrocausalité. Ouais. Ça me semble... Ce qui est intéressant en t'écoutant, on parlait hors antenne, du pouvoir de l'eau. Tu citais le professeur Marc-Henri, qui effectivement est aujourd'hui un chercheur en pointe dans ce domaine, qui parle même d'une eau morphogénique. Oui. Et donc, en amont, moi, je faisais référence aux recherches de Stéphane Drouet, qui est un neurophysicien quantique, qui, lui, travaille sur cette eau intracorporelle. Nous sommes faits aujourd'hui pratiquement d'eau, non pas en masse, mais en volume, à peu près à 99%. Ah oui. Nous sommes de l'eau en mouvement. Quand je dis l'eau, c'est l'eau de nos fascias, c'est le sang, c'est la lymphe, et c'est le liquide céphalorachidien qui nous constitue. Et cette eau qui n'est ni solide, ni liquide, ni gazeuse, c'est ce qu'on appelle le 4e état de l'eau, mis en évidence par un ingénieur en mécanique des fluides américain qui s'appelle Gerald Pollack. Cette eau a une structure, on parlait de diamant tout à l'heure, a une structure sous forme c'est un tétraède qui fait penser à un diamant. Or, pour avoir de la vie, il faut cette eau qui nous constitue, ce 4e état de l'eau, mais il faut aussi de la lumière. Cette lumière qui, là aussi,
va interréagir avec l'eau. Et ces photons de lumière, bizarrement, eux aussi, ont une forme tétraédrique. Et donc, effectivement, il y a en permanence, le vivant va intégrer des photons, rejeter des photons, et c'est le mécanisme de la vie qui en découle. C'est pour ça que quand on parlait de miroir tout à l'heure, ça faisait écho à cette base, à ces fondements du vivant. Et oui, on parlait aussi, parce que hors antenne, du diamant, parce que effectivement, Alain, tu nous disais que, voilà, dans l'alchimie, puisqu'au départ, on est parti quand même sur ce sujet de l'alchimie, il y avait un aboutissement. Et donc, est-ce que tu peux le réexpliquer peut-être aux auditeurs en quelques mots simples? Alors, ma quête est double, hein, puisque moi, j'ai une quête complètement intellectuelle de physicien, de mathématicien, et parallèlement, hein, et en même temps, concomitamment, je cherche, je subis, au fond, une évolution spirituelle en même temps. Donc la quête alchimique, elle commence dans la matière, mais elle finit à l'intérieur de soi, quoi, hein. Et Patrick, tu parlais de l'eau. Alors l'eau, c'est un élément fondateur de la vie, hein, fondamental pour la vie. Et alors l'eau, on peut être baigné dedans ou on peut la boire. Donc l'eau, c'est à la fois, c'est là où la vie apparaît, mais ensuite on a l'eau en nous. On la boit. Nous, les humains, on ne vit plus dans l'eau, hein. On en est sortis. Et donc cette phase, métaphoriquement ou allégoriquement, ça ressemble au divin. On est à l'intérieur du divin, hein, ça c'est vraiment métaphorique, allégorique, hein, mais c'est réel. On est au sein du vivant, on baigne dans le vivant, et le divin est en nous, comme si on avait l'eau, l'eau du savoir en nous. Et tu disais, nous les humains, nous ne sommes plus dans l'eau, mais il y a un stade de la vie humaine, tout à fait, où on baigne dans l'eau. Tout à fait, forcément dans l'utérus. Alors ça c'est très intéressant, ça c'est remarquablement intéressant. On s'aperçoit que l'évolution in utero a les mêmes étapes, les mêmes stades de l'évolution géologique, de l'évolution darwinienne. Et on retrouve ces stades, c'est-à-dire quand on est in utero, on est dans l'eau, on est immergé dans l'eau, hein, le placenta, hein, et on ressemble à une grenouille, hein, enfin, sans faire de mots. Non, c'est très juste, l'embryon ressemble à un tétard, à un reptile, un petit lézard avec une queue. Tout à fait. Avec une queue qui est la colonne vertébrale prolongée, enroulée, et donc ces évolutions in utero et ces évolutions géologiques, enfin darwiniennes, hein, on va dire, au fil des millions d'années, se ressemblent étrangement. Eh bien, il y a la même similitude avec le développement in petto, c'est-à-dire dans l'esprit. Oui, tout à fait. On retrouve les mêmes évolutions. Un enfant commence comme, je le fais pour les auditeurs qui comprennent. Un enfant au début, c'est un petit... Homo habilis. Non, mais un enfant au début, c'est un petit singe. Il a des réactions simples. Et puis, au fil de son évolution, à 6 ans, 7 ans, il commence à apprendre le langage. Et au fil de sa vie, il va évoluer. Le langage, si je peux me permettre, Alain, c'est un peu plus tôt. Oui. Normalement. C'est vrai. Il a raison, c'est-à-dire que... Mais je suis tout à fait d'accord. L'enfant, à partir de 2 ans, va commencer à quitter un monde pour entrer dans un autre. Mais Patrick... Si on parlait de conscience, on va parler de conscience. Oui. La conscience du nourrisson, à partir de 1 an et demi, 2 ans, c'est fini. Il va commencer à pouvoir, là, dire « j'ai un corps, c'est à moi ». Moi, alors, exactement. Et moi, ça me rappelle
complètement ce que nous présentait Bernard Monteau, Patrick, dans la psychologie nucléaire, sur le fait que le fœtus retraverse des millions d'années d'évolution de la vie, à la fois extérieurement et intérieurement. Oui. Et quand il naît entre guillemets petit homme, c'est-à-dire que voilà, c'est les étapes de la naissance qui le font humain. Oui, oui. Dans sa conscience, parce que bien sûr, il l'est avant. On ne va pas rentrer dans un débat philosophique qui pourrait heurter, mais je suis tout à fait d'accord avec cette façon de voir. Alors, petit humain ou petit animal encore, il va évoluer l'enfant, mais très rapidement. En fait. Oui, voilà. Quand on dit il va évoluer, moi j'ai cette réflexion qu'aujourd'hui les chercheurs commencent à y revenir. Il y a un potentiel extraordinaire. Oui. Et ce nouveau-né a un potentiel qu'il va perdre au fur et à mesure. Complètement ouvert. Exactement. Hypersensible à tout. Il est capable d'entendre tous les sons et progressivement, il va se fermer. Oui. C'est-à-dire que... À travers les traumatismes. Automatiquement, cet enfant qui était doué et riche de ses potentiels, va les actualiser en permanence, et en les actualisant automatiquement, avec ce qu'il vit au quotidien, il va avoir un chemin qui va se tracer. Et il va quitter l'immensité dans laquelle il était pour aller vers un chemin. Alors, on est parti finalement des pierres et du minéral avec l'alchimie. Ensuite, on est parti un petit peu du côté des physiques, des mathématiques. On revient à l'humain. Est-ce qu'on pourrait dire que tout ça, c'est un ensemble dans votre perception de ce qu'est un cheminement avec l'alchimie ? Bien sûr, le but de l'alchimie, c'est de chercher l'unité des choses. Déjà, comment ça marche, c'est comprendre. Ça, faut acquérir une certaine connaissance par l'expérience ou par l'intériorité, la réflexion, la méditation. Il y a plusieurs voies pour acquérir de la connaissance. Et on cherche l'unité. Moi, in fine, à la fin de ma quête, je retrouve la dualité... on va dire, alors je vais vous la citer sous plusieurs aspects, la dualité yin-yang, féminin-masculin, symétrie miroir, c'est-à-dire il y a l'objet et son image, mais il est très difficile au bout d'un moment de distinguer l'objet de son image, sinon qu'ils sont symétriques, miroirs l'un de l'autre. Et cette dualité irréductible entre yin et yang, où on va garder féminin-masculin. Ce sera plus sympa parce que c'est l'objet des rencontres Sciences et Consciences de l'année prochaine, le féminin sacré. Mais il y a un masculin sacré, évidemment. On ne voudra pas... Le but des rencontres, ce n'est pas de dire le féminin, c'est plus sacré que le masculin. Loin s'en faut. Mais malgré tout, il y a une espèce de dissymétrie, une petite dissymétrie entre le masculin et le féminin qui pourrait être vue comme le miroir l'un de l'autre, mais il y a une dualité irréductible. C'est ça qui est fondamental. Et cette dualité irréductible, ça veut dire qu'il ne peut pas être réduite, qu'il ne peut pas se dissoudre. Donc, cette dualité entre le principe féminin et le principe masculin, c'est ça qui va enclencher la dynamique de la conscience. Eh bien Alain, Patrick, je vais vous proposer une seconde pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour continuer cet échange autour de l'alchimie, autour de votre parcours de vie aussi, Alain. À tout de suite. Avec moi en studio, Alain Cagnati, organisateur des rencontres Sciences et Conscience à Haut-Villars, chaque année lors du week-end de Pentecôte. Nous sommes dans les studios de Radio Bastide et je suis en compagnie également de Patrick Figeac. Alors Alain, nous avons parcouru un petit peu tes passions, l'alchimie, les mathématiques, les sciences. J'aimerais qu'on revienne à toi.
toutes ces découvertes dont tu nous as parlé, nous avons échangé beaucoup sur l'humain aussi. Justement, ça change ta vie tous les jours. Concrètement, comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de tous les jours ? Alors, déjà, beaucoup de joie. Ça, c'est... Alors, c'est beaucoup de travail aussi. Il faut lire, il faut se poser des questions. Moi, je fais des calculs, Mais à la fin, quand vous trouvez des choses passionnantes, vous découvrez des choses passionnantes, ça donne beaucoup de joie. Un éclairage, et c'est très, très agréable. C'est la joie de chercher. La joie comme de un travail trouver. de chercher. Chercheur, vous êtes un chercheur quand même. Ah oui, je crois qu'on peut dire ça, oui. Il est trouveur aussi. Et trouveur. Voilà. Mais j'ai une question. Comment se passe une journée ordinaire d'Alain Cagnati ? Bonne question. Alors, ça dépend. Mais quand j'ai vécu des phases qu'on dirait, alchimiques au sens d'expérience, je me réveillais avec des rêves extrêmement puissants qui me faisaient tomber du lit, littéralement. C'est-à-dire, je me réveillais et j'avais un mot-clé à l'esprit. Donc, à 5 heures du matin, on parle. Et je me levais, et j'allais sur mon ordinateur, et je cherchais qu'est-ce que voulait dire ce mot ou cette espèce de concept que j'avais en tête. Et je passe des heures et des heures sur Internet. Je lis des documents, je les imprime, je les annote. Je refais des calculs simples souvent, des calculs, mais pour me fixer les idées. Et puis ensuite... l'après-midi, j'arrête un peu parce que je travaille mieux le matin, mon esprit est plus clair et mes recherches, je les fais surtout le matin jusqu'à 11h, midi. Et puis après, l'après-midi, je vais au jardin ou j'essaie d'aller marcher parce que sinon, ça... Le cerveau, est en ébullition. Le cerveau se fatigue. Le cerveau se fatigue. Donc voilà, moi, c'est surtout le matin. Et aujourd'hui, actuellement, j'ai plus ces phases de réveil matinaux qui sont parfois fatigantes. Attention, ça vous réveille, c'est assez brutal. Ma femme se demandait si je ne devenais pas fou. Oui. Mais heureusement, ces phases n'ont duré que quelques semaines, quelques mois. Mais par contre, après, pendant de longs mois, de longues années, depuis 3 ou 4 ans, je cherche à comprendre ce qui m'a été communiqué au travers de ces rêves. Et c'est vrai que c'est un processus que tu décris, Alain, et qui concerne aussi pas mal d'artistes. Oui. Vous avez des artistes qui vont se je pense en l'inspiration, particulier... c'est l'inspiration. C'est l'inspiration. Oui, tout à fait. Jean-Claude Morel, le peintre, il dit la même chose. Subitement, à 1h, 2h du matin, il se réveille, il a une idée, il faut absolument qu'il aille dans son atelier et qu'il aille la concrétiser. Et là, il nous expliquait à quel point le temps disparaît. Et sa femme venait le chercher en lui disant « Mais tu as vu, il est midi. » J'y ai passé pratiquement 10 heures, je ne m'en suis pas rendu compte, tant j'étais absorbé par ce qui me passionnait. J'ai l'impression que pour toi, c'est un petit peu pareil. C'est pareil, c'est exactement pareil. Alors, tu viens de dire un mot formidable, c'est que l'inspiration lui vient par un rêve et il doit aller faire quelque chose de concret, que l'on crée. Concret, ça veut dire rendre, ça veut dire créer. Et donc, concret, en américain, en anglais, concrete, ça veut dire du béton. C'est-à-dire, à partir d'une idée, on réalise quelque chose de concret, dur dans la matière. Et la pierre philosophale devient bien concrète. Ah oui, cette fameuse pierre philosophale dont tu nous as parlé hors antenne. Est-ce que à l'antenne, tu pourrais en dire quelques mots pour nous donner l'idée? Il faudrait déjà peut-être donner quelques références sur l'alchimie. Par exemple, le plus connu, c'est l'alchimiste de Paulo Coelho. Oui, tu as des livres Alors, l'alchimiste de Paulo Coelho, c'est un roman sympa, mais plein de profondeur. Attention. C'est la transformation de l'être humain. Comment l'humain aussi peut arriver à une espèce de transcendance. C'est qu'au départ, c'est né au Moyen-Âge, si je ne dis pas de bêtises. Ou c'est peut-être plus ancien. C'est plus vieux que ça. L'idée était de transformer quand même
le plomb en or. Voilà. Alors ça c'est vraiment extérieur. C'est la vieille histoire. C'est la vieille histoire. Oui. Mais on pourrait expliquer aux auditeurs que derrière cette vieille histoire ou cette légende, pour certains, il y a un vrai cheminement. Oui, alors l'idée de transmuter le plomb en or, faut être honnête, ça fait rêver. Alors, je vais être honnête, moi aussi, j'ai pas transmuté le plomb en or. Mais peut-être que tu quel dommage, on serait le voir souvent. Ouais. Ce que j'imagine, c'est le plomb de nos imperfections, de tout ce qu'on n'aime pas de nous, en or de notre beauté qui est cachée derrière. Voilà. Donc c'est plus allégorique c'est une métaphore. Et cela dit, un mythe qui s'effondre. Mais en tout cas, on transmute la lourdeur, ses propres lourdeurs en richesse, quoi. Ouais. Voilà. C'est une très belle image, en tout cas, c'est très beau. Et donc, toi, dans ta vie de tous les jours, c'est ce que tu essayes de faire? C'est ce que j'observe, c'est ce que je vis. Ça, je vis une joie, là pour le coup, actuellement, une joie très difficile à communiquer, tellement c'est profond. Il dit quelque chose d'important. J'observe. Oui. J'écoute. Oui. Et on va se rendre compte à quel point aujourd'hui, nous n'observons plus. Oui. Nous n'écoutons plus. Oui. Et je ne peux pas aller au fond des choses. Oui. Et c'est là que le féminin sacré apparaît, parce que il y a deux phases à la conscience, essentiellement, schématiquement. Il y a l'attention qui est très yin, qui est féminin, et l'intention qui est yang, c'est-à-dire le passage à l'action. Donc, ces deux phases, réception, accueil, observation, passif. Le yin, c'est passif, c'est féminin, c'est tout en attention. Et à contrario, le masculin, c'est une phase proactive. C'est une phase qui fait émerger quelque chose, attention. Donc, qui est plutôt dans l'intention, la visée et la création. Je veux dire, le féminin sacré est sacré parce qu'il est extrêmement intériorisant, mais le masculin est sacré parce qu'il fait émerger le réel, le monde. Donc, les deux sont nécessaires. Il faut le féminin sacré et le masculin sacré, et ils alternent. Ils dansent ensemble. Et à l'intérieur de chaque être humain, on à peut l'intérieur de chaque individu. On a tous ces deux parties en nous. Tout à fait. Et la quête ultime de l'alchimie, c'est de créer cette réconciliation du masculin et du féminin, des principes masculins et du principe féminin au sein de sa propre conscience, et on appelle ça les noces chimiques ou l'unio mystica. C'est une union mystique du masculin et du féminin, et le masculin et le féminin deviennent alors complémentaires et non pas opposés. Aujourd'hui, certains voudraient opposer les hommes aux femmes. C'est une erreur ontologique. Ouais. Ça nous permet de rebondir et d'inviter, on aura l'occasion de refaire une émission pour bien sûr annoncer cet événement qui va être, à mon avis, vraiment très intéressant, vraiment passionnant. Les rencontres Sciences et Conscience de cette année, de l'année 2025, je veux dire. Oui, 2025, début juin 2025. Début juin 2025, et qui auront pour thème le féminin sacré. Et vous verrez que ce n'est pas du tout ce que... vous pourriez penser. Donc, gardez bien à l'esprit ce que vient de dire Alain. Et puis, on vous invitera à y revenir, chers auditeurs. Mais avant de terminer cette émission, je vais vous proposer, Alain, Patrick, de nous partager une petite citation qui vous tient à cœur. Donc, Alain, tu nous as préparé justement... On t'écoute. Oui, alors j'ai sous les yeux un document qui est une iconographie ou un dessin où on voit un homme, enfin un humain, avec deux têtes. Une tête masculine, barbue, et une tête féminine avec des longs cheveux, et il a deux sexes. Un sexe masculin, un sexe féminin. C'est un
C'est une image qui date du Moyen-Âge, enfin du début de la Renaissance, qui est dans le livre... je vais vous le dire, le miroir de l'alchimie de Roger Bacon, et lui-même s'inspire d'autres alchimistes. Et il y a une phrase en dessous qui dit en latin « Omnes concordant in uno, qui est bifidus ». Alors, moi, je ne lis pas le latin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le latin. Donc, j'ai fait une traduction. Et on peut le traduire par « tous s'accordent en un seul, qui est divisé en deux ». C'est marrant, ça, comme formulation. « Tous s'accordent en un seul, qui est divisé en deux ». Omnes, ça veut dire tous. Concordante, s'accordent ou sont en accord. In uno, en un seul ou une seule chose, qui est bifidus, qui est divisé en deux ou bifurqué. Autant vous dire que ça, c'est la phase finale de l'alchimie, c'est de comprendre que l'unité du monde, l'unité du divin, n'ayons pas peur des mots, consiste en une dualité irréductible entre le principe féminin et le principe masculin qui deviennent complémentaires et certainement pas opposés. Tout est accordé. Merci Alain. Et toi Patrick, quelle serait ta citation ? Eh bien, c'est une citation de Teilhard de Chardin qui disait simplement « se centrer sur soi pour se décentrer sur l'autre et se surcentrer sur un plus grand que soi ». Je crois que là... Ah oui. Et alors moi, celle qui me vient à l'esprit, c'est un extrait du livre des Dialogues avec l'ange qui parle du temps. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Je ne l'ai pas sous les yeux, j'espère ne pas l'écorcher. « Le temps naît entre vos mains quand l'infini est dans votre cœur. Alors vous aurez le temps pour tout. » C'est très beau. Bravo, magnifique. C'est très beau. Magnifique. Bon, mais sur ces belles phrases, nous arrivons à la fin de cette émission et de cette bulle de sagesse. Merci à mon invité Alain Cagnati d'avoir participé à cette émission. Merci Patrick de nous avoir reçus dans ton studio et d'avoir co-animé également par ta contribution cette émission. Merci à Georges Soupeau pour la technique. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une bulle de sagesse sur Radio Bulle et sur Radio Bastide également. Autre formule, autre format, laissez-vous surprendre. Belle semaine à tous.